Yorana, bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravie de pouvoir aborder aujourd'hui dans le cadre du FIFO un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du développement de l'audiovisuel, mais avec un prisme culturel et j'allais dire historique également, puisque nous allons parler d'Henri Hirault. Alors, Henri Hirault, évidemment, c'est son année, donc on en parlera beaucoup, je pense, notamment ici à la Maison de la Culture, mais sous un prisme particulier, puisque Henri Hirault est aussi le premier cinéaste polynésien. C'était un précurseur dans bien des domaines. Et donc, je suis ravie de vous d'avoir pléthore d'hommes avec moi aujourd'hui pour parler de cette grande figure, de la culture polynésienne. Mais avant de commencer notre discussion, nous allons d'abord vous projeter un extrait d'une interview qui est disponible sur la plateforme Tahiti VOD, donc une interview qui avait été réalisée par Marc Louva, de Harry Saunois, qui est également avec nous aujourd'hui, et qui va évoquer les prémices, j'allais dire, de l'audiovisuel en Polynésie avec les méthodes de travail de Henri Hirault. Donc on commence par cet extrait. L'unité cinéma a été mise en place en 1977 et ça a vu le jour en 1978 à l'initiative d'Henri. Il y avait Do, Carlson, il y avait Hubert Brémond, il y avait Dominique Arnaud. Et comme ils avaient également besoin d'un électricien, il y avait un poste d'électricien. C'est comme ça que j'ai rejoint cette équipe-là, parce que j'avais donc une formation en électricité. J'ai rejoint cette équipe qui venait d'être créée. Il y a eu donc la venue de M. Pierre Goudon, donc formateur en audiovisuel de l'INEP, l'Institut national de l'éducation populaire, qui nous a initiés aux techniques du cinéma, prise de vue, prise de son, montage, ainsi de suite. Travailler ensemble, mais il fallait bien répartir les rôles. Par exemple, telle personne devait s'occuper de l'image, telle personne devait s'occuper du son. Et, au moment d'ailleurs de l'initiation à cette technique, on faisait un peu tourner toutes les personnes sur les différents postes pour finalement trouver la personne la plus adéquate à chaque poste. Finalement, pour l'écriture et la production, comme on dit, c'est un peu tout le monde. Et mais bon, il y avait cette éminence d'Henri qui chapeautait tout ça, c'est sûr. Nous, on occupait les postes de techniciens, de prise de son ou de prise de vue, mais tout à fait en adéquation avec ce que pensait Henri. Et puis, tout était fait en équipe. C'était écrit, mais il se donnait, disons, des réserves au moment du tournage. Et à ce moment-là, il devenait sûr de ce qu'il voulait faire. Il était certain à ce moment-là, il n'y avait plus à discuter, c'était comme ça. Il n'imposait jamais quelque chose. C'était peut-être son idée, mais il faisait passer comme une idée qui venait, c'était à chaque fois un consensus. C'est quelqu'un qui disait que ce qu'il ressentait venait de ses entrailles. Et lui par rapport à sa culture, par rapport à son identité chère, c'est ça venait de ses entrailles. Mais c'était jamais imposé, il discutait. Il voulait également savoir et ressentir ce que les autres ont pensé, mais pas dans la tête. Également, sors les choses de tes entrailles pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse échanger au point de vue. Henri et la technique, ça fait deux. Autant il ressentait les choses, il savait exactement ce qu'il voulait,
Mais traduire ça au travers de gestes, au travers de la technique, c'est deux choses différentes. Et il fallait, il fallait mettre en place pour lui des choses comme ça. Et il savait exactement ce qu'il voulait. Mais au niveau de la technique, c'est pas trop son truc. Donc le premier film qu'on a tourné, c'est donc Aripa Yavhene, une pièce de théâtre qui avait déjà été jouée sur la scène du Grand Théâtre et également dans les îles, comme Montréal. Et donc c'était quelque chose de rodé déjà au niveau des acteurs. Donc à partir de là, donc il fallait élaborer un découpage. Donc ça a commencé bien sûr par l'écriture, hein, comment on allait découper. Donc c'était une adaptation cinématographique de cette pièce, Aripa Yavhene. Rita tu rari reo tiene ni rat parerega I te atua I te veano te whenua mai. Aripa Yavhene, e nei nei au toi matana oro nui, te me tua whanau no te ari ui. I manai ni ai terewa, te marama, te ao nei, e o tu whewhai mai te rei. E Aripa Yavhene, e hao e mahe ai tu, e mei nei au te tore arere mai nei te pora I aoro, mai te mara te manunu mai. Rirai hamohi ai te hinaro tō e nuna, te tongu I a te I nei tere. I nā hoi, te suhano ai te pere hahuto e mau tāwini. Oe, ari pura I te maro tō e nei tere. Wati I te tiei, I tō kino tāhuti ore, kato vēro ai hapēnei. E rāro ato e nuna te hiti o te oto e o te aue. No reira I Aripa Yavhene, e hau e whaho e tō tāwini nei, o ia nera I te aro tō e tata. Wati a tau Yavhene era, e tohu I tāpeiru, ke te hatu nei e pepe. On était donc livrés à nous-mêmes. Il fallait donc tout concevoir, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau du découpage et donc la réalisation. Voilà, donc Eulalie, Une voix des marquises, c'est donc un document qui retrace un peu l'histoire d'une femme de ménage marquisienne, d'origine marquisienne, et donc au travers de ce personnage qui en fait vivait complètement sa culture et sa langue, donc elle récitait par là les traditions orales marquisiennes.
Ma'u te ani o tahi a tini ani e putua a ai te ke ka a o tua o e tahi a tini ani e putua aia o i te ke ka a Là, on a déjà étoffé un peu plus l'équipe, puisque nous a rejoint des personnes comme Angelo pour compléter l'équipe. Et là, c'est l'histoire d'un couple qui vit son quotidien et puis le quotidien qui s'arrête à une certaine monotonie et décide de fuir un petit peu cette société brillante et sans trop d'intérêt à part les flashs. Voilà un petit peu l'histoire de Pinaya, interprétée donc par Henri lui-même et Do. Bien sûr, il était projeté au Grand Théâtre, puisque le Grand Théâtre était équipé de projecteurs 16. On essayait donc de diffuser, d'avoir une plus grande diffusion des films au travers des îles. Sinon, on avait donc des copies aussi qu'on prêtait aux gens qui voulaient bien les diffuser dans les îles. C'était d'ailleurs un des objectifs de Henri au moment de la création de l'unité cinéma, parce qu'il n'existait pas, il n'y avait pas la télé dans les îles à l'époque. Donc il fallait apporter également à ces populations-là ce qui se faisait ici. Alors voilà une petite mise en route très intéressante où donc on va en revenir sur la partie audiovisuelle, mais avant de parler d'Henri Hiro le cinéaste et également de ses équipes et de ses méthodes de travail, je voudrais commencer avec toi Moanaura Teheiura, quand même pour replacer le contexte et pour nous dire qui était Henri Hiro. Qui était Henri Hiro? Alors on pourrait parler de Henri Hiro comme un Polynésien qui a eu un parcours finalement dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire qu'en 1968, il va faire ses études de théologie, il a 24 ans à ce moment-là, et il se rend compte de quelque chose, il se rend compte de l'essence même de son pays. Et il dit ceci: quand on est loin, on voit mieux ce qui nous touche de près. Et donc il développe en quelque sorte, non pas qu'il n'existe pas avant, son amour pour son pays, il développe son amour pour son peuple, pour sa terre, et se rend compte que c'est l'essentiel même de ce qui l'anime. Et ça va être justement l'essentiel de son combat, l'essence de son combat, l'essence de ce qu'il va défendre. Donc effectivement, quand on va parler d'activisme, on n'est pas dans le terme d'activiste d'aujourd'hui, avec des combats parfois qui sont durs, qui sont en opposition. Henri Hiro, malgré ce que l'on peut comprendre parfois et mal comprendre, c'est pas quelqu'un qui était en opposition avec des gens, avec les cultures, les différentes cultures de ce monde. Au contraire, il était juste là pour défendre notre propre culture, notre peuple, pas contre les autres, mais pour qu'elle existe. Et pour que justement, elle existe dans un monde qui change, dans un monde en mouvement. Il dénonce ce que l'on dénonce encore aujourd'hui. La perte des valeurs, l'entrée du capitalisme, etc., etc. Ce sont des combats qui font encore écho aujourd'hui et qui ont forgé finalement
les artistes engagés que nous puissions être aujourd'hui. Il nous a ouvert le chemin, il a défriché parce que ça n'a pas été facile. Et nous pouvons le faire aujourd'hui de manière un peu plus facile. Et c'est ce qu'il représente pour moi. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu, mais j'ai eu cette prise de conscience aussi lorsque je vais en France, et la prise de conscience surtout à travers Hiro. Voilà, c'est-à-dire que lui n'avait pas eu de modèle, et moi j'ai eu le modèle Hiro pour construire non seulement ma personne, mais construire aussi mon art, et c'est ce qui va être important aussi. Et c'est important d'en reparler aujourd'hui. C'est important de lui consacrer une année pour que les générations qui viennent après se souviennent. On a du mal dans notre pays à avoir ces porteurs de valeurs, à avoir ces trésors de patrimoine. On a du mal, alors je pense, et ça n'engage que moi, c'est aussi l'histoire qui fait que on a été emprisonné dans cette pensée aussi colonialiste. Et on a du mal donc à être fiers de nos personnes, à être fiers de nos modèles de société, de notre histoire, et évidemment que l'on connaît très peu, et de ces œuvres-là d'Henri Hiro. Alors, tu as raison de le souligner, hein, c'était important de pouvoir marquer sa mémoire, et c'est vrai que pour nous, dans le cadre du FIFO, et plus particulièrement à la Maison de la Culture, c'était important de le faire parce qu'en fait, notamment en visionnant l'extrait qui vient de passer, je me suis rendu compte à quel point l'histoire de cette Maison de la Culture, qui à l'époque était la Maison des Jeunes, est aussi liée à l'audiovisuel, puisque c'est quand Henri Hiro était directeur de cet établissement que a commencé à germer, donc à la fois pendant du projet théâtral, j'allais dire, puisqu'on connaît Henri Hiro, l'homme de théâtre, mais on sait assez peu aussi que, comme je le disais, c'est en fait le précurseur de l'audiovisuel en Polynésie, et notamment dans cet établissement. Et donc Harry, ce qui est très touchant en fait dans l'extrait qui vient d'être passé, c'est que on voit, j'allais dire qu'au début c'est presque une histoire familiale. D'ailleurs, la présence d'Isidore aussi ici est liée à ça, c'est-à-dire qu'on sent que c'est toute la Maison de la Culture, enfin la Maison des Jeunes de l'époque, qui va se retrouver embarquée dans ce projet et qui va participer et se former en fait avec Henri Hiro aux techniques de l'audiovisuel. Donc toi, par exemple, concrètement, dans les films, tu étais plus sur les parties techniques, je crois. C'est exactement ça. L'unité cinéma a été montée en 1978. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe. Mais Henri avait déjà commencé à travailler avec Jean Lotte, par exemple. Il a fait des séries télé, par exemple, comme Pasteur et la vanille. C'était à son initiative. Le Château également. Donc, il avait également suivi des formations durant son parcours. Donc, il tenait absolument à mettre sur pied cette unité cinéma. Mais comme tu le disais, tout le monde a porté sa pierre parce qu'on était une petite équipe. Finalement, on n'était pas nombreux. Donc, il fallait qu'on occupe les places qu'il fallait pendant, par exemple, le tournage. On a eu également une formation pour les novices comme nous. Il s'agissait de Pierre Gurgon, donc c'était un formateur de l'INEP qui nous a accompagnés donc, en 78. Et on s'est pratiquement lancé comme ça, sur le tas, avec l'expérience qu'il y avait. Dominique également faisait partie de l'équipe au début. Ensuite, il y a eu... Ça s'est complété avec Angelo Oliver. Donc, on a commencé à tourner Aripaya Bhaini parce que
Aripayaveni, initialement, était une pièce de théâtre. Donc, d'ailleurs, on a commencé à faire nos tournées du côté de Montréal et tout. Et donc, Henri avait choisi cette pièce-là. Donc, on l'avait tournée. C'était une adaptation cinématographique un petit peu de cette pièce. Ce qui était très visionnaire quand même, je trouve. Moi, c'est ce qui me touche, me marque beaucoup, c'est que cette compréhension du fait qu'au-delà de faire du théâtre, déjà cette volonté de faire des films, ce qui est quand même encore un autre travail, une autre complexité, mais en même temps qui permet de faire un legs, j'allais dire, pour les générations suivantes. Donc il y a vraiment. Est-ce que tu sais, ou peut-être que Isidore le sait, qu'est-ce qui a poussé Henri Hirault en fait à se dire il faut passer du théâtre au film? Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de ça? Il avait également un souci. Il ne faut pas oublier que dans ces années 70, la télévision, on touchait uniquement les îles de la société. Ça n'allait pas plus loin. Donc il avait le souci de diffuser ce qu'on faisait ici dans les îles. En plus, c'était un homme de conviction, mais vraiment de conviction. Il était convaincu de ce qu'il voulait faire. Donc, voilà un petit peu il a très vite compris qu'il fallait aller au-delà. Mais tu voulais rajouter quelque chose, moi, Naomi? Oui, alors je me permets de le citer, tout simplement. J'ai pris quelques notes. Il dit exactement: le support audiovisuel est extrêmement puissant ici. La preuve en est l'intoxication par la télé à l'heure actuelle. C'est pour cela que je voulais faire du cinéma. Parce que je sens la puissance de ce langage, cette puissance qui malheureusement est en train de dominer l'esprit des Polynésiens à l'heure actuelle. Je vois les valeurs de notre société polynésienne grignoter de jour en jour, et il n'y a pas beaucoup d'espoir, si ce n'est dans l'indépendance qui verrait renaître les valeurs. Il faut savoir risquer la vie. Je rêve toujours à une humanité différente, plus fraternelle. Ce qui est incroyable, en fait, finalement, c'est que il voit les dangers de l'audiovisuel, mais il s'en sert, finalement. Il s'en sert pour sauver son peuple, sauver sa culture, et véhiculer, finalement, à travers son cinéma à lui, des choses qu'il faut conserver. Il prend le cinéma comme une mémoire, un témoin de la mémoire communautaire. Et c'est comme ça que je le vois et que je le prends en tout cas à ce moment-là. Et c'est important. Comment on pourrait finalement aujourd'hui considérer que cet échange reste dans la mémoire numérique? Et c'est ce qu'il fait avec l'audiovisuel. Exactement. Et donc sur les sujets des films qui sont abordés, donc tu disais le premier qui va être tourné, c'est donc une adaptation d'une pièce de théâtre, donc à Aripayaveni, dont on a vu un extrait. Et en fait progressivement, enfin c'est le sentiment que j'ai, il va en fait diversifier aussi un petit peu le type de production. On va sortir de la production théâtrale pour venir dans vraiment de la création de fiction, j'allais dire. Oui. Et là aussi, j'imagine que c'est venu avec l'affirmation également de la prise de connaissance des techniques qui pouvaient être employées. Plus de sujets s'offraient à lui. Oui. Je disais peut-être que que la maîtrise de la technique lui permettait de créer plus de sujets différents en fait, de sortir de la pièce de théâtre. Oui. Il avait aussi ce souci de conservation. C'était un petit peu ce qu'il a fait avec Tarava. C'est de mettre ce support, tous les différents Tarava qu'il y avait, Tarava Raromatei, Tarava Tuape, le Tarava Teiti, et tout ça, parce que pendant le Hiva, tout ça se confrontait. Et très souvent, les groupes avaient tendance, puisque ce groupe a gagné, c'est peut-être à cause de ça, donc on va piquer chez l'autre. On va s'inspirer. Non, c'est comme une culture qui est vivante, puisque
Voilà. Et donc il y avait ce besoin de conservation. Alors Isidore, toi tu as donc beaucoup tourné dans les films, tu as été acteur. Alors justement, j'allais dire par la force des choses, mais justement c'est ça ma question. Est-ce que c'était un choix que toi tu avais envie de jouer, ou en fait c'est Henri qui t'a demandé de le faire parce qu'il fallait trouver des caractères? Comment c'est venu? Proteggilo le tapivili o e porhiro na i porofranina ai kana orio pume tawri tu katu hapo me te ra oe pume he wa tawri tu yo e no era tu i fara o ti po e mitara tu in aro e atu in aro wa hapo me te trabalho ti o mato tawri o ona e buhare ora e vo hapo no mitana i proprio me mitara me mato ai tu e te me mato e mon o e ro no tra po tawri ho o te ta e ro no tra po te ta ta ora e no te mato e te mato mon no e ro no tra mo ta puro e pa ia nei fatere un nei fore ta uti no tra to e te mato i tra i ro no tra po ro no tra o pa e te rai tu e te me ni me a tawri tu a promeno ne au e hare le ai tu in ora tawri tu me tu mato te ri e pa Alors, ça me fait penser, moi, Naoha, toi qui es un homme de spectacle et de mise en scène, c'est aussi quelque chose justement qui, je trouve, transparaît dans l'œuvre et qu'on sent dans les témoignages qu'on entend notamment de Alice ou de Isidore, c'est que on sent que de cette expérience de metteur en scène, il y a aussi cette expérience de mener les hommes, de mener les projets. Tu le dis dans l'interview, Harris, que en fait c'est lui il écoutait tout le monde, mais à la fin c'est lui qui décide, c'est lui qui prend le leadership. Et donc, moi, Naoha, toi qui est à la même, je dirais à la même place, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a inspiré chez Henri Hirault, cette façon de mener les hommes et les projets? C'est pas forcément la façon de mener les hommes, c'est les convictions et l'urgence de faire les choses qui m'inspirent chez lui. C'est que au-delà de l'ego, au-delà de l'art finalement, il y a cette urgence, comme l'urgence de sauver son pays, sa terre. C'était ça l'urgence, on le sentait. J'en parlais avec Harris juste avant cet échange. Je disais c'est drôle parce qu'en fait on voit à quel âge il a commencé et qu'il a accumulé tous les projets artistiques, que ce soit dans la poésie, dans le théâtre, etc., dans le cinéma. Et finalement, il meurt comme si l'urgence était aussi pour lui. C'est-à-dire qu'on sent que quelque part, il va mourir. C'est faux, évidemment, ce que je dis, mais on sent cette urgence. Parce que finalement, on est animé aussi par la peur que notre pays et que notre peuple meure. Alors bien sûr, c'est une mort symbolique. C'est pas la fin du monde. Mais la peur qu'on soit justement envahi par l'extérieur sans plus avoir notre essence à nous. Et c'est ça qui m'inspire chez lui. Alors, tout ce patrimoine, notamment donc audiovisuel, heureusement, a pu traverser les années, et donc aujourd'hui il est accessible, comme je le disais, sur la plateforme Tahiti VOD. Donc je vais me retourner vers Marc Louva, qui est l'un des fondateurs et des petites mains qui animent cette plateforme. Donc une plateforme sur laquelle on trouve beaucoup de films d'Henri Hirault, mais aussi des films de cette époque. Donc il me semble, Marc, tu me disais que vous aviez d'ailleurs commencé en créant la plateforme d'abord par les films d'Henri Hirault. En fait, c'est plus vieux que ça. C'est quand l'ICA Production a fermé, on a monté ICA Archives. Et donc les deux premiers fonds qu'on a eus, c'était le fonds Gaston Gilbert et le fonds de la Maison de la Culture. Et donc dans le fonds de la Maison de la Culture, on a récupéré des bobines 16 mm, souvent en double bande. On a retrouvé plein de bandes 635 qui étaient les enregistrements originaux. On a retrouvé des rushs, on a retrouvé des choses comme ça. On n'a pas tout retrouvé, parce qu'il y a des films qui ont disparu ou qui sont morts de leur belle mort parce que la pellicule, ça ne dure pas 150 ans. Et donc ça fait partie des premiers films qu'on a restaurés en fait, qu'on a essayé de restaurer, parce qu'il y en a que c'était un peu difficile. Et donc quand on a monté Tahiti VOD, qui est en fait
un peu le prolongement de Cinéma à moi, il était évident pour nous qu'il fallait mettre ces films-là. Donc, on a profité de ce qu'on avait déjà fait comme travail. On a profité aussi d'un festival Cinéma à moi pour pouvoir mettre Aripa et Avaïné en HD, parce qu'on avait encore les rushs qui étaient en bon état. Et là, par exemple, pour Tahiti VOD, on vient de restaurer Eulalie, qui avait totalement disparu. On avait l'image, mais on n'avait pas le son. Et on a récupéré toutes les bandes 635. La bande 635, c'est les bandes magnétiques qu'on utilisait à l'époque sur les Nagra. Et donc, on avait digitalisé tout ça. Et donc, on a recherché les sons originaux qu'on a resynchronisés avec les images. Et donc, le film devrait pas tarder à arriver sur la plateforme. Et tout ça, c'est combien d'heures de travail, par exemple, pour restaurer un film comme Eulalie? Alors d'abord, j'ai 2 personnes à citer. Quand on était à ICA, il y avait Angelo Oliver, dont a parlé Harris, qui nous a beaucoup aidé, parce que c'est lui qui a fait les télécinémas de pratiquement tous les films 16 mm qu'on a récupérés. Et donc sans lui, aujourd'hui, il n'y aurait plus de films. Ces films-là, ils seraient morts parce que les bandes se désagrègent, parce qu'elles meurent de leur propre mort. Deuxièmement, c'est Eric Bourgeois, qui était le directeur de l'ICA et qui est aujourd'hui mon acolyte pour Tahiti VOD. On fonctionne à 2 et on fonctionne bien comme ça. Oui, je sais. Voilà, Non, si tu peux me redonner la question. Non, mais c'est vrai que vous faites un travail, j'allais dire de l'ombre, parce que bon, voilà, on ouvre un site internet, on voit tout ça, on croit que ça a été facile, et tu fais bien de le rappeler. C'est pour ça que je te posais la question. Donc, par exemple, un film comme Eulalie, donc tu viens de nous expliquer qu'il y avait l'image d'un côté et le son de l'autre. J'imagine que c'est beaucoup d'heures de travail pour resynchroniser tout ça, pour que cette mémoire arrive jusqu'à nous. Et donc, c'est juste pour avoir une idée approximative de combien de temps ça Voilà, prend. pour un film comme Eulalie, c'est un peu compliqué, dans le sens où on ne sait pas exactement ce qu'on a comme image. Donc on travailler avec le SPA, qui est en charge de l'archivage de tout ce qui est audiovisuel, et on récupère différentes choses qui peuvent appartenir à Eulalie. Donc ensuite, il faut essayer de reconstituer déjà l'image. En audio, je savais ce qu'on avait, parce que je l'avais pris chez TFTN, qui avait lui aussi une copie. Ensuite, le montage, on le fait de temps en temps. Quand on a un peu de temps, on monte comme ça. Disons que ça fait peut-être une semaine pour monter l'ensemble, pour remixer. Il me manquait quelques sons, donc il faut aller chercher dans les banques sons des applaudissements pour ça, un torrent par là. Et puis ensuite, il y a l'histoire des droits. C'est-à-dire, il faut savoir si les droits sont uniquement à TFTN ou s'ils appartiennent à d'autres. Parce que sur Tahiti VOD, on va pas mettre que Lali, ni les films qui ont été faits par TFTN. Il y a aussi des films qu'on a récupérés à l'INA, qui sont les films de Jean Lotte, qui sont le film de Ludovic Segara, le film de Mantolis. Donc tout ça, c'est des films qu'on connaissait parce qu'on en avait entendu parler. Moi, je connaissais Jean Lotte, donc quand j'étais gamin, donc on en avait parlé parce que c'était l'époque où il venait ici. Et puis on a retrouvé ça la plupart à l'INA, d'ailleurs, parce que c'était des coproductions avec France 3 Lille, France 3 Picardie, enfin des producteurs un peu bizarres de temps en temps. Et donc on a tout retrouvé. Donc là, il faut négocier les droits pour pouvoir les mettre sur la plateforme. Donc on a négocié avec la famille, qui nous a autorisé bien sûr à les mettre sur la plateforme. On a négocié avec les ayants droit des droits voisins, c'est-à-dire des droits de producteurs. Et puis donc on a à peu près une vingtaine de documents audiovisuels sur Tahiti VOD. Ça va des films qui ont été faits par la Maison de la Culture, avec les films qui viennent de France, et puis également des petits films qu'il avait fait à la fin avec l'ICA sur la nature. Théora, sur les fruits, sur les arbres et des choses comme ça. Et donc on a récupéré tout ça, tout ce qu'on a pu récupérer. La dernière phase qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Et on commence à avoir des logiciels qui permettent de retraiter l'image. Et là, ça devient impressionnant aujourd'hui. Ça ouvre des portes, c'est ça que tu veux dire. Alors, il y a du potentiel. Pour l'instant, c'est avec les ordinateurs, ils rament un petit peu. Mais on a fait quelques expériences dernièrement avec une nouvelle mise à jour et c'est assez impressionnant. C'est Eric qui s'occupe de ça. Et franchement, je pense qu'on va faire repasser tous les films de Henri Hirault à la moulinette parce que vous avez une image qui est vraiment très très belle, quoi. Alors, en me promenant sur la plateforme pour préparer notre interview, j'y pense, du coup, je l'évoque aussi. Il y avait des textes d'Henri Hirault dits par John Mayhew. C'était très émouvant de pouvoir les voir, surtout après le départ de John. Et c'est vrai que on l'a évoqué aussi avec Harris avant de préparer cette interview, la mémoire de John, puisque en fait,
Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, mais ça devait quand même être quelque chose de toutes ces personnalités, j'allais dire hautes en couleur, qui donc étaient ici à ce qui était la Maison des Jeunes et qui est devenue la Maison de la Culture, et qui donc tout ensemble partageaient cette espèce d'émulation culturelle, puisque moi, Naoura l'a dit, il y a quand même beaucoup de choses. Énormément, alors déjà de films, mais également d'écrits, de pièces de théâtre qui ont été créées en fait un peu moins d'une dizaine d'années, si on regarde bien. Donc ça devait être une énergie incroyable. Et ça m'envoie du coup vers nos deux autres invités à qui j'ai demandé de venir plus pour, j'allais dire, une vision un peu alors anthropologique globale sur tout ça, parce que évidemment quand on parle d'Henri Hirault, on évoque le renouveau culturel, on le présente souvent comme le père du renouveau culturel en Polynésie. Mais par rapport à ce que vient de dire Moana Oula aussi sur cette espèce de peur de disparaître, cette urgence de transmettre, alors ça rentre en résonance parce que c'est exactement ce qui a été dit hier dans le cadre des échanges du FIFO. Donc je me dis que 40 ans plus tard, en fait, on n'a pas beaucoup évolué en fait. On parle toujours de renouveau culturel comme si on avait évolué, mais en fait, on en est toujours à cette même question de cette peur de disparaître. Alors, je sais pas peut-être d'abord Bruno, parce que je voudrais ensuite aussi questionner Tokai sur une vision par rapport à la jeune génération également, puisqu'il est au centre des métiers d'art. Donc Bruno, cette peur de disparaître. Disons que on est vraiment dans les années 78-80. La télévision effectivement commence à gagner un certain nombre de foyers, mais aussi la vidéo, les cassettes vidéo à l'époque. Et donc il y a des îles où il n'y a pas encore la télévision. De toute manière, la télévision c'est juste quelques heures par jour, enfin autour du journal télévisé du soir. Et les gens dans les îles, lorsqu'ils ont une machine pour passer des cassettes vidéo, je sais même plus comment on appelle ça. Oui. Un lecteur de vidéo qui valait une fortune. Donc il y en avait un à la mairie par exemple, ou un dans la maison du commerçant, et tout le monde venait sur la terrasse, tout le monde regardait, et regardait 10 fois. Et donc Henri s'est dit, mais autant faire des cassettes en tahitien, avec des acteurs tahitiens qui parlent en tahitien, parce qu'au lieu de regarder Bruce Lee 10 fois, les gens vont regarder un film en tahitien 10 fois. Voilà. Et donc c'est une volonté d'être présent à travers la langue quand même. C'est vrai qu'il y a des films, il y a toutes sortes de choses dans le cinéma de Henri Hirault. Il y a des choses vraiment amples, grandes, profondes, et il y a des choses plus anecdotiques. Mais même quand c'est anecdotique, c'est souvent politique. C'est-à-dire que par exemple, il y a un film sur le pasteur et la vanille dont on parlait à Huahine. C'est un pasteur qui était le commerçant chinois du village qui achetait la vanille des gens par rapport à leurs dettes. Donc les gens allaient au magasin toute l'année et puis ensuite ils avaient des dettes et finalement ils leur rachetaient la vanille sans leur donner de l'argent puisqu'ils avaient déjà dépensé cet argent. Et un jour ils montent une coopérative, les gens, avec le pasteur protestant, contre le commerçant chinois pour devenir un peu autonome ou indépendant si on veut, et pour pouvoir eux-mêmes sécher leur vanille, vendre leur vanille et ne plus dépendre d'un commerçant. Donc c'est tout ça, c'est anecdotique, c'est une vie villageoise, mais c'est des choses qui aujourd'hui nous restituent une autre époque. Donc voilà, il y a la langue, il y a les conflits humains, les conflits ethniques, il y a des scènes terrible et pas terrible aussi des fois. Moi, je suis un petit peu choqué quand je vois Henri qui apostrophe les visiteurs qui descendent de l'avion. Moi, ça me gêne un peu parce que ce sont des touristes, ce sont pas des gens qui viennent acheter un terrain, une maison. Donc il y a toutes sortes de choses dans ce cinéma et je pense qu'un jour ou l'autre il faudra le réévaluer effectivement. Donc c'est compliqué, mais en tout cas je suis heureux que la technique permette aujourd'hui d'avoir sauvegardé toutes ces images pour qu'on puisse en faire un peu l'inventaire parce que elles étaient quand même pas en très bon état. Et voilà. Mais moi j'insiste sur le fait de vouloir juste rendre compte d'une vie intime, d'une vie quotidienne. C'est pas forcément des choses énormes. Voilà, c'est pas un cinéma énorme. C'est un cinéma intime, comme la vie de Henri finalement, c'est porter le pareo, c'est porter une intimité tahitienne jusque dans la rue. Enfin voilà, c'est être soi, ensemble, c'est ça. Alors, du coup, j'en profite pour te poser la question, toi qui es à l'université. Tu viens d'évoquer le fait qu'en effet, ça serait intéressant de pouvoir étudier tout ça. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Moana Oula au tout début, parce que moi, je suis toujours un petit peu étonnée, en effet, qu'en fait, on étudie assez peu ou pas assez. On en a déjà parlé, toi et moi, plus au travers de la fibre artistique, mais que c'est vrai qu'on a en fait peu d'études universitaires et peu de jeunes gens qui ont l'air de s'intéresser à ces sujets.
Est-ce que ça a changé ou toujours pas depuis notre dernière conversation? On manque un peu de support s'agissant des poèmes. Quand même, la maison d'abord, Henri n'a pas vécu très très longtemps. Il a fait différentes choses. Donc, s'agissant de sa poésie, sa maison a brûlé à Huahine. Voilà, il y a des papiers qui se sont perdus, il y a des supports qui nous manquent. C'est pour ça que les supports audiovisuels en sont encore plus précieux. Parce que s'agissant des écrits, on a une vingtaine, une trentaine de poèmes. Voilà. Donc, il nous manque des choses et c'est pas par manque d'intérêt. C'est juste que je pense que les professeurs de langue tahitienne, par exemple, dans le secondaire, dans les collèges, dans les lycées, enseignent déjà la poésie de Henri, qui est quand même une poésie un peu difficile. Il y a des mots archaïques, c'est pas une poésie extrêmement facile. Donc, ensuite, on continue à l'université, mais hélas, on tourne autour d'une vingtaine, d'une trentaine de poèmes. Il y a aussi des textes politiques, il y a des interviews dans l'église protestante, aussi des cassettes, là aussi audio de l'église protestante, qui ont été retranscrites dans le magazine protestant VA Protetani. Voilà, donc il faut qu'un jour on arrive à mettre ensemble sur une plateforme, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, avec la modernité, on va y arriver, à la fois ce qui est des supports écrits, des supports audio, des supports visuels, mais c'est vrai que c'est une œuvre sur 15 ans à peu près. Alors c'est ce qui va être fait justement cette année avec les projets Henri Hiro, puisque l'idée effectivement est de centrer tout ici avec la Maison de la Culture et bien sûr en partenariat avec Tahiti VOD. Les textes normalement les numériser et les mettre avec effectivement l'accord des ayants droit à la disposition du grand public et surtout avec un partenariat cette année du ministère de l'Éducation qui va aussi prendre tous les textes et les mettre en ressources disponibles sur leur site. Et donc c'est ce travail-là effectivement qui était important de faire et j'espère que ça va être bien fait en tout cas cette année, mais en tout cas il y a la volonté de le faire. Ah bah c'est très bien, oui, en effet, que l'année enclenche, j'allais dire, tout ce travail important. Alors, pour en revenir à toi, Tokay, alors je t'ai demandé de venir notamment parce que donc tu es également enseignant au Centre des métiers d'art. Je sais que forcément toutes ces questions autour du renouveau culturel ou de la culture en général sont au cœur de votre enseignement. Et moi, ce qui me fascine, j'allais dire, dans le travail d'Henri Hiro, je le disais tout à l'heure, c'est ce côté précurseur d'utiliser l'image, parce que maintenant ça a l'air évident, mais à cette époque, surtout quand on voit les photos de tournage, on voit très bien, comme je le disais, qu'il y a un caractère, j'allais dire artisanal, familial, on n'est pas avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a quand même cette prise de conscience de la nécessité de faire de l'image, et donc d'utiliser des moyens modernes. C'est un peu ce que vous aussi vous faites au Centre des métiers d'art, et donc on est toujours dans cette espèce de quête, en fait, j'allais dire, du meilleur moyen pour communiquer le plus largement possible, peut-être aussi le plus facilement possible avec la population autour de la culture. Oui. Oui, non, Henri Hiro a une aura très particulière, même au niveau des jeunes et des moins jeunes, même si on est toujours jeune, tout le monde est toujours jeune. Ça s'est arrêté à 18 ans, après c'est que des années d'expérience après. Et donc, oui, donc effectivement, il a marqué longtemps. On en fait le père du renouveau culturel. Je pense qu'il en a été la figure de proue, parce que ce renouveau culturel a commencé avant. Avec des personnes comme, on va citer les plus connus, Mako Tevane ou Marcel Yors, Flora de Vatine ou d'autres personnes qui étaient un peu plus âgées que lui, qui sont partis, qui ont eu aussi des expériences que lui va vivre quelques années après et va rejoindre un peu ce groupe de personnes, des académiciens aussi, qui auront posé la langue, l'importance de la langue, qui auront au niveau du musée aussi, qui auront fait avancer les choses. Et donc il arrive, je pense, dans un contexte où on lui met dans les mains un outil formidable, qui est la Maison des Jeunes, la Maison de la Culture, avec la possibilité, lui étant vraiment de son temps, c'est-à-dire légèrement plus jeune et avec sa fougue, je pense, et son dynamisme, va comprendre effectivement que le cinéma est un outil, que le théâtre est un outil, et qu'il faut effectivement s'adresser à la population dans sa langue. Il faut que les gens puissent se reconnaître aussi. Et donc, avec cet élan qui est en place, cette administration qui s'organise, l'intérêt, les gens qui sont finalement au carrefour des décisions, qui vont entendre son discours, vont lui permettre d'accéder à des moyens techniques qui autrefois n'étaient pas possibles, n'étaient pas mis entre les mains des personnes
d'ici. Et donc lui va se jeter un peu à corps perdu à défricher différents pans de la culture. Et donc c'est comme ça, je pense qu'il en devient une icône, vraiment l'icône, et non pas le père, je reviendrai sur cette affirmation, vraiment l'icône. Et je pense qu'aujourd'hui, son héritage est partout. Je veux dire, même, quand je parle d'icône, vraiment au sens propre, je pense que si on a des députés, des présidents de la Polynésie qui vont à Paris en pareo, etc., ben, quelque part, on pense à ces images d'Henri Hiro qui était en pareo, en train d'haranguer les gens. Et donc, on s'empare de son image, on en fait quelque chose, et le symbole d'une lutte, au fait. Et effectivement, je suis d'accord un peu avec ce que Monaoula disait, c'est pas forcément contre quelque chose, mais c'est vraiment une affirmation de soi, et qui n'est pas forcément dirigée systématiquement vers l'autre. Et donc, je pense que c'est ça un peu son héritage, c'est d'avoir amené à faire les choses, d'avoir osé, et effectivement cette urgence, comme tu l'as dit Monaoula, de faire les choses et qui vont inspirer d'autres personnes. Je pense à Jean-Marc Pombrun qui a fait sa biographie, qui lui était dans une sorte d'urgence aussi de faire du théâtre, de faire de la musique, de composer, d'écrire, de faire de la littérature, de la recherche, des collectes du patrimoine. Et donc, je pense qu'il aura inspiré des générations. Je pense aussi John Mayday qui nous a quittés et qui a repris un peu le flambeau de tout ça. Donc, quelqu'un de très inspirant qui, aujourd'hui, est encore un peu mal connu des jeunes, malheureusement, mais je pense que ces initiatives, comme cette année, va permettre effectivement de marquer la conscience des jeunes en se disant, mais voilà, il y a des Aito, il y a des personnes qui ont fait les choses, qui ont pensé, mais ils n'ont pas tout fait, et à vous de vous emparer de cet héritage, et à vous à continuer le chemin, la route. Oui, notamment avec tout le développement des technologies qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, puisqu'on sait que les jeunes Polynésiens sont de plus en plus friands aussi d'audiovisuel sur des formats courts. Et c'est pour ça que j'évoquais ça au travers du centre militaire. Alors, j'avais une question également pour toi, Marc. Donc, après Henri Hiro, qu'en est-il de la suite de l'audiovisuel? Il y a eu d'autres... parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu Henri Hiro, puis plus grand-chose, puis à nouveau, plus tardivement, une espèce de renaissance un peu audiovisuelle. Il y a une... C'est un sentiment que j'ai qui est faussé, ou c'est vrai qu'il a été très moteur et qu'ensuite il y a eu moins de productions qui se sont faites? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est financière. C'est-à-dire que lui avait des financements d'État à l'époque, parce que comme on faisait exploser la bombe, il fallait un peu nourrir la culture. Ensuite, c'est l'ICA qui a été créé pour remplacer Matarao, avec des objectifs totalement différents. On a travaillé pour les ministères, travaillé pour la production plus institutionnelle, on va dire. Et donc le côté fiction, le côté docu-fiction, parce que même le Pasteur et la Vanille et le Château, c'est du documentaire avec de la fiction, ça va, ça vient. C'est une forme très originale de raconter l'histoire. Et donc c'est vrai que ça a mis du temps. Aujourd'hui, on commence à avoir des jeunes Polynésiens réalisateurs. Alors je vais pas donner un nom pour pas que les autres soient jaloux, mais il commence à en avoir quand même quelques-uns qui essayent de faire de la fiction, qui essayent de faire des documentaires qui sortent de l'ordinaire et qui sont beaucoup plus attachés à ce qui se passe, ou en tout cas à la recherche d'une certaine culture. Et donc, faut pas désespérer. Je pense qu'il a fallu du temps, que quand il est mort, effectivement, ça a un peu tout stoppé, parce que John Mayday a fait plutôt du théâtre, mais il n'est pas vraiment rentré dans... il était acteur en fait. Ensuite, il était écrivain, mais il n'avait pas ce sens de la production en fait audiovisuelle. On avait des projets avec lui. Je sais que Tavirois, au départ, ils voulaient en faire une adaptation fiction télé, quoi. Puis bon, voilà. Donc voilà. Mais maintenant, il commence à y avoir des jeunes qui commencent à savoir faire des choses qui sont bien. Maintenant, ici, on a toujours un peu de mal à travailler ensemble. Donc on a beaucoup d'individualité et ça serait bien qu'un jour ils se bougent un peu pour faire des choses vraiment ensemble.
Mais c'est pour ça que je disais que ce qui avait de très touchant quand on voit les images et qu'on écoute les interviews, c'est qu'on sent que, enfin, comme je disais, il y avait un côté très familial en fait. On a l'impression que les gens, alors j'imagine que ça devait pas être toujours facile, comme pour tous les projets, qu'il devait y avoir des moments où on n'était pas d'accord, mais ça donne un sentiment presque joyeux, j'allais dire, de travailler ensemble. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort des images et des interviews que l'on peut voir. Donc tout cet aspect donc audiovisuel, alors on aimerait même tous pouvoir consacrer des heures entières à parler d'Henri Hirault, parce que bon, comme je le disais là, on n'apporte que la partie audiovisuelle et il y a tellement d'autres choses à dire sur son œuvre. Mais donc du coup, Moana Ora, pour terminer, peut-être que tu peux nous faire part des différents aspects des festivités ou de cette année qui vont être mis en place pour les différentes activités que vous allez faire autour de Henri Hirault, notamment théâtrales, je pense. Oui, je vais juste rappeler un peu une chose, Oui, que alors je fais partie du comité de présélection donc du FIFO, et il y a une chose qui m'interpelle à chaque fois lorsque je regarde un film que je partage avec l'ensemble du comité, c'est le respect du temps océanien. L'approche du temps, selon un océanien, est différente que celle d'un occidental. Et l'approche du temps selon un Polynésien est différente, et on le voit à travers les films de Henri Hirault. Et si nos jeunes d'aujourd'hui, alors il y a Virginie Tetofa, il y a Heretu Tetahio Tupa, il y a Toari Powira, etc., s'inspirer de Henri Hirault, c'est d'abord de ça. C'est ce respect du temps, justement. Avant de ressembler aux autres, c'est comment nous ressembler avec cette approche du temps. Et pourquoi pas avec, on revient tout simplement, et Bruno le confirmera, à la mythologie de Maui, Titiotera, qui veut ralentir cette course du soleil. Et on a ça en nous, quelque part, cette approche du temps qui est différente. Et dans cette année-là, on va montrer aussi à travers une exposition qui sort, une exposition itinérante sur Roll-Up, sur Kakemono, et interactive. On a voulu donc, à partir des textes de Jean-Marc Pombrin, montrer la vie de Henri Hirault sur la thématique suivante: Henri Hirault, fou ou visionnaire? On pose la question. Et donc, le public qui viendra voir l'exposition fera son idée là-dessus. Mais en même temps, on utilise aussi les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va placer des QR codes que le public pourra flasher et avoir des extraits d'audio authentiques, des extraits d'audio reconstruits avec, et je remercie Clément Pitot qui a fait aussi la voix d'Henri sur des textes qu'on a retrouvés, des textes qu'il a écrits, des textes de Jean-Marc aussi, pour un complément d'information. Donc, exposition, tous les événements de la Maison de la Culture vont converger vers Henri Hirault, que ce soit le Heiba Tauri à Proti Ama Pinain et que je réalise avec Literama Ohi aussi. Il y a aussi le Heiba Itaiti, l'exposition sera pendant le Heiba et puis des hommages seront faits chaque soir. Il y a aussi l'OPT qui va sortir pour l'occasion un timbre-poste à son effigie. Il y aura un Tahiti Nuit qui diffusera aussi, qui voudrait bien diffuser les films de Tahiti VOD. Donc sur ces avions, en consacrant une rubrique toute cette année. Air Tahiti aussi s'y met. Plein d'autres partenariats, en espérant aussi que les autres établissements culturels fassent de même. L'université certainement aussi. Le centre des métiers d'art peut-être aussi. Donc voilà. Je pense que c'est une année aussi pour dire aux jeunes, voilà votre patrimoine. Alors, il en fait partie parmi tant d'autres, parce qu'il y a pas qu'Henri Hirault, je suis d'accord sur ça. Il y en a d'autres qui sont passés avant. Et c'était important de le faire en 2024, de cette manière-là, et passer à d'autres personnes, et on en reparlera peut-être dans 30 ans. Avec les mêmes, si on est encore là. Écoute, on verra. Moi, j'espère que d'autres personnes viendront en parler après nous. Ça montrera que le flambeau est passé. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus. Ça m'a fait particulièrement plaisir. Tu veux dire quelque chose, Aris? Vas-y. Ouais, j'aimerais témoigner de quelque chose à propos d'Henri, bien sûr. Vers la fin,
Je savais qu'il était pas bien, il était là-bas où il est né, dans sa vallée, à Arey. Donc, je suis allé le voir. Je me suis rendu à Ouéné, j'ai demandé à un copain, avec son bateau, on est parti donc de la marina de Fayet pour aller à Arey. Et c'est arrivé vraiment, il était au plus mal. Mais malgré ça, il était là. Il me dit, ah, je suis content de te voir parce que il paraît que la pièce que vous êtes en train de jouer avec John, ça marche bien, il faut continuer et tout. Et puis les films. Donc, jusqu'au bout, il avait la passion de transmettre. Jusqu'au bout, sa culture, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment au plus profond de lui-même. Propona o Haris Mitra e hamnot e ho dramot e me hop e mo e unei fore mai. Meiti me ona pauhoi, tono ra meiti ra mai. Tita mena ona e awhare whare re iana. Hatro na mene har oi har mai bine tau tinui ne har oi ti me ati ona. Ti te ta atomato. Te rore te hipo ona. Har mai e wotu hi e ma wa e poe. Mtirive. E mato i hare, mau i hare tu iana e oto, mato no e maha. Hio mene ono e iau, nā mene au e witi oe teinei ti, ia, ti pe tei a upa tau i toe nei. Nā, prea turo, e nā mai e rawa. Mitiri. E maha au ae, promo ki tau te poewo. Mo teiti o mau o te ria, no e ma ti te ma. E me tuitu ono e ohoru mai wa e tērot mo te tibu huru poe. Ai ti tano i tākatau te tau aero tono e māua e poe ono. Tiri mai e ti tei. No poe ura mai te mpo protahari se prora. E manon ono e hamlona o e ta mpo prora. Nā wai pi e rau. Ai te rā marona o te imhana e oa ono i tatou te ui te imhana e mea reitu hipo ta tatou e rau e nei e te reira atu hipo au. O mua ia mai ana. Ai tera e rera ai ti tai tupea, nona ona tatou pa te ui te mana e. Wahare ta tatou uhipa i toro a waira amo, i ha tatou i hahi, i ha tua ai tamari ino anan hei, i ha hi hanua i te e uai mauna ona e ha tano uhipa e rawari titono ora. A, mo tira, rawai uhipa no tau e so whenua to e nuna ta epei tu tiria. Mana utra, mo fufu ar hei, ta ori veho wei na tatou te mana. Merci à tous pour ces témoignages et d'être venus. Je suis contente que vous soyez aussi nombreux à vous être rejoints à cette table ronde. Donc, je rappelle que donc les films d'Henri Hiro et des interviews sont disponibles sur la plateforme Tahiti VOD. Je précise que c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire parce que comme il faut rentrer son email au cas où les gens aient peur, c'est juste vous rentrez votre email, vous ne rentrez pas votre carte bleue. Et à part ça, tout est largement accessible et c'est une très belle initiative de pouvoir avoir accès à tout ce patrimoine audiovisuel qui, je l'espère, va encore nous espérer pendant longtemps. Merci à tous, merci à vous messieurs et belle année Henri Hiro.